Bonjour à tous, minasan ohayo gozaimasu, hello everybody, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear Fransugo no Kiki Tori. Il y a vraiment des gens qui ont des métiers qui sortent de l'ordinaire, donc littéralement des métiers extraordinaires, très particuliers. Il y a quelques semaines, j'avais parlé d'un monsieur Imaizumi, qui est dessinateur de cartes et de plans imaginaires. Il dessine des plans de villes qui n'existent pas. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans mes archives, mais aujourd'hui je voulais parler d'une autre personne, encore un monsieur japonais qui s'appelle Toshiki Suzuki. Et donc monsieur Suzuki, quel est son métier ? Eh bien, il est chercheur en langue animale. Alors, quand il se présente en japonais, il dit « Je suis Dobutsu Gengo Gakusha », que je traduis en disant « chercheur en langue animale ». Alors, comment est-ce qu'on devient chercheur en langue animale ? C'est pas un métier qui court les rues, ça veut dire c'est pas un métier très fréquent. Et bien sûr, on ne trouve pas ce type de travail en cherchant dans les petites annonces ou en allant dans une agence Pôle emploi en France ou Hello Work ici au Japon. Non, monsieur Suzuki, son métier de chercheur en langue animale, il l'a trouvé tout seul, il l'a même créé, puisqu'il explique dans un podcast que quand il a commencé, il y a 20 ans, c'était dans le monde le premier chercheur en langue animale. Alors je vous mettrai bien sûr sur mon site internet le lien vers l'interview de monsieur Suzuki, qui est donc un podcast en japonais, et je vous mettrai aussi pour les personnes qui m'écoutent et qui ne parlent pas japonais, je mettrai aussi un reportage de NHK World en anglais. Et donc, il y a 20 ans, monsieur Suzuki, qui, depuis son enfance, était très intéressé par le comportement des animaux, a décidé d'étudier leur langage en se disant, après tout, il n'y a pas de raison pour que seulement les humains aient un langage, et donc il a décidé d'étudier le langage des animaux en se spécialisant sur une espèce d'oiseau, de petit oiseau, qui s'appelle en français les mésanges, en anglais c'est tit, T-I-T, et en japonais donc si je ne me trompe pas c'est shijukara. Pourquoi il a choisi les mésanges ? Parce qu'il a trouvé que dans le chant, dans le langage de cet oiseau, il y avait beaucoup de variétés de sons, beaucoup de variétés d'intonations, et donc il s'est dit, ça vaut le coup d'étudier cette langue. Alors, à quoi ça ressemble une vie de chercheur en langue des mésanges, en langue des oiseaux ? Eh bien, c'est pas facile. Monsieur Suzuki, donc depuis 20 ans, en moyenne 10 mois par an, chaque jour, il va dans la forêt, mais aussi en ville, écouter le chant des mésanges, le chant de ces petits oiseaux, et essayer de comprendre leur langage. Finalement, il fait un peu comme vous quand vous m'écoutez. Simplement, il écoute, il ouvre grand ses oreilles et il essaye de comprendre ce que les oiseaux se disent entre eux. Et bien sûr, on peut imaginer que c'est pas facile. Et quand je dis c'est pas facile, je minimise un peu. Non, c'est sûrement extrêmement difficile, puisque évidemment, il n'y a pas de méthode de langue des oiseaux.
il n'y a pas de dictionnaire non plus. On n'a pas encore vu des mésanges faire des tutoriels sur YouTube ou des podcasts comme moi. Donc Monsieur Suzuki, il se débrouille tout seul depuis 20 ans, et donc on peut imaginer que c'est une vie quand même assez spéciale. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que ces recherches marchent? Apparemment oui, puisqu'il vient de sortir un livre qui s'appelle, donc en japonais, le livre pour l'instant n'existe qu'en japonais, Boku ni wa tori no kotoba ga wakaru, c'est-à-dire en français, je comprends le langage des oiseaux. Alors dans le podcast que j'ai écouté, il explique que les oiseaux finalement communiquent un peu comme les humains, c'est-à-dire qu'il y a du vocabulaire, il y a des phrases entières avec des structures de phrases, donc ça veut dire de la grammaire, il y a une grammaire des oiseaux, et puis il y a aussi toute la communication non verbale, c'est-à-dire la communication qui n'est pas parlée, mais qui passe par les attitudes, les gestes qu'on fait. Pour nous, humains, cette communication non verbale est très utile, mais apparemment pour les oiseaux aussi. Donc ces différents éléments, le vocabulaire, la grammaire, la communication non verbale, permettent aux oiseaux de parler entre eux et de dire certaines choses d'une certaine façon dans certaines situations ou avec un certain objectif, comme par exemple quand un oiseau appelle les autres oiseaux à venir se rassembler, à venir le rejoindre, ou aussi par exemple quand un oiseau communique aux autres oiseaux une alerte, une alarme en cas de danger, comme par exemple quand un chat s'approche. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, il y a 2 autres points que j'ai trouvés vraiment super intéressants et que j'avais envie de partager avec vous. D'abord, j'ai appris que les oiseaux, eux aussi, apprennent les langues étrangères. Alors quand je dis les langues étrangères, bien sûr, je ne parle pas des langues humaines, mais ça veut dire que si on prend une espèce d'oiseau, comme les mésanges par exemple, eh bien les mésanges arrivent à comprendre le langage d'autres espèces d'oiseaux qui vivent dans le même environnement, comme par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas très fort en oiseaux, comme par exemple des pies, on va dire, juste pour l'exemple. Donc vous avez une mésange et une pie, elles arrivent à communiquer entre elles, mais de façon totalement différente par rapport à nous, les êtres humains. Si un Français rencontre un Japonais, soit le Français va parler japonais, soit le Japonais va parler français. Il y a une troisième possibilité, c'est que les deux parlent anglais, par exemple. Mais pour les oiseaux, c'est différent puisque quand une pie et une mésange parlent entre elles, eh bien la pie parle dans sa propre langue, dans la langue de pie, et la mésange lui répond aussi dans sa propre langue, c'est-à-dire dans sa langue de mésange. Donc chacun des deux oiseaux parle sa propre langue, mais arrive à comprendre ce que l'autre oiseau dit, et ça, d'après Monsieur Suzuki, donc, c'est parce que les oiseaux qui vivent dans le même environnement s'observent de façon très précise et simplement en s'observant, ils arrivent à comprendre le langage des autres espèces d'oiseaux. Et puis le deuxième point
particulier et intéressant dans cette interview. Monsieur Suzuki explique que pour la même espèce d'oiseau, on va prendre les mésanges encore, la langue n'est pas la même, pas totalement la même en tout cas, suivant l'endroit où cet oiseau vit. Donc il dit que la mésange qui vit au Japon parle japonais, entre guillemets, ça veut dire qu'elle parle son langage de mésange japonais, mais que la mésange en Suède, par exemple, elle parle suédois. Les deux langues sont assez différentes. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment très étonnant et très intéressant. Mais quand même, ça doit être très compliqué pour Monsieur Suzuki. Il dit qu'il est arrivé à comprendre un peu plus de 200 façons de communiquer. Il est arrivé à comprendre 200 points de grammaire de la langue des mésanges. Je crois qu'on peut lui tirer notre chapeau, c'est-à-dire le féliciter. Après, je ne sais pas si, personnellement, j'aurais le courage non seulement de faire cette recherche, ça certainement pas, mais pas non plus le courage d'apprendre la langue des oiseaux. Je suis suffisamment occupé avec l'apprentissage du japonais, mais qui sait, peut-être un jour. Et vous, de votre côté, est-ce que ça vous intéresserait d'arriver à comprendre la langue des oiseaux, éventuellement même d'arriver à leur répondre et de communiquer avec eux? N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire sur mon site internet ou sur, par exemple, les messages dans Spotify. Une dernière chose que je voulais dire à ce sujet, parce que quand j'ai écouté ce podcast, c'était difficile pour moi, le sujet était difficile, le japonais était difficile à comprendre. La première fois que je l'ai écouté, peut-être j'ai compris un peu moins de la moitié du podcast, mais comme le sujet m'intéressait, je l'ai écouté plusieurs fois. En tout, je crois que je l'ai écouté 5 fois, ce podcast, et à chaque fois, ma compréhension du dialogue entre l'animateur du podcast et Monsieur Suzuki, à chaque fois, j'avançais dans la compréhension de ce dialogue, et à la fin, je crois que j'ai compris environ 80% du podcast. Donc je suis passé de moins de 50% à 80%. Donc tout ça, c'est simplement pour vous dire que, surtout s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à écouter plusieurs fois le même podcast. Contrairement peut-être à ce que vous pensez, ce n'est pas une perte de temps, pas du tout. Au contraire, ça vous aide beaucoup pour la compréhension orale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis, comment on dirait ça en langage mésange? Je vous dis cui, c'est-à-dire à bientôt. Mata jikai.